والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صباح الخير للحضور الكريم. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, c'est un réel plaisir d'être en phase avec notre processus de réflexion et rester toujours branché pour faire de ce CFIA 2018 un événement exceptionnel et exclusif. Exceptionnel de par le fait que ça soit une véritable plateforme business, mais également un espace dédié pour partager et échanger le savoir. Dans cet échange d'expertise que nous pouvons opérer ensemble, à mon humble avis, peut se créer ce qu'on peut appeler communément une valeur ajoutée. Comme je l'ai dit dans l'effet d'annonce ce matin, nous avons depuis 2 jours traité un certain nombre de questions qui intéressent ou qui interpellent les professionnels, les universitaires, les personnes qui sont dans la recherche et le développement. Nous avons le plaisir ce matin de traiter un sujet qui me semble fort important, à savoir celui de la traçabilité agroalimentaire, une contrainte réglementaire ou un réel instrument de la sécurité alimentaire. Nous allons, bien sûr, nous poser un certain nombre de questions. Je vais rapidement, si vous le permettez, mettre en place une définition suite à des recherches effectuées pour préparer. Et mon métier m'a appris à faire du live et à faire de l'adaptation. Nous avons avec nous 3 intervenants que je remercie énormément de nous rejoindre. Je suis M. Seti Mohamed. Je serai, avec votre humble service, votre maître de cérémonie et votre modérateur pour que nous puissions échanger sur un sujet, comme j'ai dit, qui s'appelle la traçabilité. Nous allons, bien sûr, connaître la définition, en connaître la méthodologie ou quels sont les outils, et bien sûr, répondre à cette problématique qu'est: est-ce que la traçabilité est une contrainte réglementaire ou un réel instrument de la sécurité alimentaire? Donc, je vais définir qu'est-ce que la traçabilité pour rester non pas académique, mais pour qu'on puisse être tous sur la même longueur d'onde. La capacité de retrouver le cheminement d'un produit et de ses constituants tout au long des étapes que sont la production, la transformation et la distribution. D'accord? Alors, je vais faire un tour de table et on va commencer avec monsieur. Juste votre nom, votre prénom, votre fonction, mais également l'institution que vous représentez. Et pour vous, que représente la traçabilité? Je vous prends au vol, mais je sais que vous allez réagir de la meilleure façon possible. Monsieur, bienvenue à bord de cette première conférence sur la traçabilité. Bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir répondu de façon spontanée. Très bien. Donc, je travaille pour la société Carel, qui est fabricant et de régulation et de systèmes de supervision pour tout ce qui est réfrigération et conditionnement d'air. Moi, personnellement, je m'occupe donc du département froid industriel et froid commercial pour tout ce qui est projet, donc pour Carel France, donc sur tout le territoire de la France. Et vous êtes monsieur Jérémy Mendez? Jérémy Mendez, effectivement. Très bien. Voilà. D'accord. On a également un bureau donc, à Casa, et c'est mon collègue, monsieur Le Goff, qui gère, ce bureau. Donc,
la traçabilité, vous nous en direz un mot et comment on fait. On va véritablement, on aurait souhaité que le représentant de l'ONSA soit avec nous. L'ONSA étant l'institution qui légifère et qui est réglementée dans ce processus-là. Mais nous allons faire profiter l'audience de votre expérience pour voir un petit peu quelles sont les différentes étapes dans ce processus. On parle également de traçabilité aval, de traçabilité amont par rapport aux fournisseurs, par rapport aux produits finis, mais également de la traçabilité interne, d'accord, par rapport aux clients et par rapport au processus, d'accord. On verra un petit peu comment votre structure, d'accord, qui est donc Carrel Maghreb, comment elle s'organise un petit peu avec la traçabilité. Monsieur. Bonjour, je vous remercie aussi pour l'invitation. Marhaba Sidi. Merci aux mesdames, messieurs, tous ceux qui sont présents sur place. Alors moi, je suis Fouad Benbouaza. Je représente la société Sielec et A3Tech en même temps. Très bien. C'est un groupe de 2 sociétés. Nous sommes très présents dans le process. On fait de la régulation, du contrôle et de la supervision. Et on a été amené il y a à peu près je dirais une vingtaine d'années à nous mettre dans la traçabilité avant que le système soit plus ou moins obligatoire et normalisé au Maroc. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé avant les autres, Sibn Bouaza? Alors, on a commencé parce qu'on a eu des clients, on est acteur dans le process directement, et on a eu des clients, c'est des multinationales, au niveau audit interne, ils avaient déjà des contraintes, eux. Ils n'attendaient pas un auditeur externe pour se conformer et de se mettre aux normes qui se sont eux-mêmes posées pour avoir l'efficacité et avoir un produit, je dirais, un produit de qualité et qui répond aux normes techniques. D'accord. Ça a été imposé par les multinationales. Les multinationales. Donc on s'est retrouvés devant un fait accompli. Exactement. Il fallait faire de la traçabilité, même s'il n'y avait pas une norme spécifique au Maroc. Il n'y avait pas de norme dans le temps. Il y avait même l'ONSA au niveau alimentaire. Il n'imposait pas grand-chose, c'était un peu des novices, il faut le dire, c'était tout récent. Et c'est suite à ça que l'ONSA pour tout ce qui est agroalimentaire et le ministère de la Santé pour tout ce qui est pharmaceutique, ils ont commencé à mettre en place un protocole avec des normes pour essayer de répondre un petit peu aux exigences du marché national et international. Alors depuis l'arrivée de l'ONSA, les choses se sont améliorées énormément. Exact. Vous avez senti que l'ONSA a apporté une valeur ajoutée. Exactement. D'accord. Pour votre structure, mais aussi pour répondre à des normes ou peut-être répondre à des appels d'offres, il fallait absolument être... Est-ce que vous êtes réglementé, vous, par l'ONSA ou comment ça se passe? On n'est pas réglementé par l'ONSA. Par contre, comme on est intégrateur et on fournit des solutions de traçabilité, on est allié à des partenaires qui sont fabricants de produits à intégrer dans ces solutions. Et nos partenaires, ils ont des agréments et ils ont des certifications qui font que tous nos produits sont normalisés et sont certifiés. D'accord. Et par la suite, par qui? Par des organismes reconnus internationaux. Que reconnaît également l'ONSA? Et que reconnaît l'ONSA, exactement. Genre, donc c'est comme un petit passeport pour rentrer sur le marché. Bien sûr, parce que on peut, si on n'est pas normalisé, si on ne répond pas à des critères de qualité et des normes reconnues de façon internationale, la traçabilité ne peut pas être crédible. C'est un genre de certification. D'accord. OK. Donc tous ces éléments, votre structure les possède pour pouvoir aller un petit peu dans le processus production, transformation et distribution. Exact. Alors au niveau traçabilité, nous on a démarré par le process comme j'ai expliqué, mais dans ce métier, on ne peut pas être juge et maître à la fois. Donc il fallait faire la séparation des choses parce que l'audit et le contrôle, la traçabilité, c'est plus, je dirais, le gendarme que le process de fabrication. Donc nous, on a réussi à faire cette séparation. C'est pour ça que je vous ai parlé de 2 structures totalement séparées. Oui. Sielec et A3Tech. Donc on a une société qui ne fait que la traçabilité technique et l'autre société qui est acteur directement dans le process. Merci pour votre rapport, mais je reviendrai vers vous dans cet échange un petit peu que l'on fera pour faire profiter également l'audience un petit peu de votre expertise. Et on va innover parce que au CFIA, on est en famille, hein, d'accord? On va échanger pendant 10-15 minutes, mais je voudrais absolument que l'assistance ici présente puisse un petit peu poser des questions et essayer de vous faire un petit peu réagir par rapport à des cas. D'accord. Monsieur Nassim, vous êtes Sofradis, auriez-vous la gentillesse
de nous donner un peu plus de détails et nous dire un petit peu quels sont les outils véritables que vous utilisez pour que votre traçabilité soit efficiente. Je suis la société Sofradis. On est spécialisé dans le marquage et l'identification des produits. Et donc, nous, on fournit des machines pour écrire ces messages-là qui sont imposés par notamment l'ONSA et toutes les sociétés afin de pouvoir faire la traçabilité. C'est-à-dire que chaque produit, on peut lui donner une machine dédiée pour pouvoir marquer des informations, notamment date de production, date de péremption, numéro de lot, et tout ça, c'est des éléments importants pour pouvoir revenir en arrière pour tracer si jamais il y a un problème chez le consommateur. Et de ce fait, je juge personnellement que c'est important pour la sécurité du consommateur in fine, parce que le sujet de la traçabilité a vu ses premiers jours avec la vache folle. Donc on se disait, pas au Maroc, mais à l'étranger, comment on peut savoir ce qu'on a dans notre assiette, d'où vient, comment il a été traité et tout le cycle de vie jusqu'à ce qu'on ait ce produit devant nous. Donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de produits et de machines qui ont été mis sur le marché sur différents secteurs pour pouvoir, ça veut dire qu'il y a des machines de jet d'encre, il y a des machines aujourd'hui de laser, il y a des machines d'étiquetage et toutes ces machines-là qu'on a, ils sont en fait mis à disposition pour les industriels, pour les agriculteurs, pour l'ensemble de la chaîne de traçabilité afin de pouvoir avoir les éléments. Et de plus en plus, ces systèmes-là qui sont disponibles sont de plus en plus intelligents et comme a dit nos collègues ici, il y a des systèmes informatiques qui peuvent faire en sorte de tracer toute la chaîne. Alors, donnez-moi ces détails du tracé. Prenons un produit, vivons en live dans cette conférence un petit peu, un produit de sa production à sa distribution. Comment le phénomène, comment le processus de traçabilité est évident. Parce que pour moi, consommateur, je mange quelque chose dans mon assiette, d'accord, comment ça arrive pour que je sache véritablement que ce produit est conforme, à quoi je dois faire attention en tant que consommateur? En fait, il y a des codifications. Je vais prendre l'exemple des œufs. Oui, allons-y. Bon, les œufs, un œuf, une fois que vous l'avez, il y a des codes. Et si c'est par exemple un 0 au départ, ça veut dire que cet œuf provient d'une poule qui est dans la nature. Et s'il y a un 1, ça veut dire qu'elle est dans la nature, mais on lui a donné à manger des trucs industriels. Et cette codification, Sinassim, est mise en place par une structure, par l'ONSA elle-même? Normalement. Normalement, c'est l'ONSA qui détermine ces codes. Oui. Et chaque code, normalement, on doit avoir la possibilité de déchiffrer ces codes. Et avec ces codes déchiffrés, on peut savoir l'origine du produit. Mais ça suppose que les œufs sont un petit peu distribués dans des GMS, etc. Quand je vais chez l'épicier du coin ou quand je vais dans un souk, il n'y a pas de 1-0-0-0-1. Exactement. Donc, ça doit c'est ça un petit peu. Exactement. D'accord, super. Alors, essayons avec Sibou Mouazza un petit peu de voir un autre exemple qui puisse nous permettre un petit peu. Là, j'ai compris l'œuf. Je vais faire très attention, donc je vais l'acheter que dans le GMS. D'accord. Sibou Mouazza, donnez-nous un produit connu par un petit peu le commun des mortels que nous sommes pour essayer de nous donner un petit peu ce cheminement, ces étapes et cette méthodologie un petit peu pour que nous, consommateurs finaux, on soit un petit peu préservés. D'accord. Alors nous, on est, comme j'ai expliqué, on est acteurs dans le process. Dans le process uniquement. C'est-à-dire que, contrairement aux collègues, nous, on n'est pas tenus d'apparaître directement sur l'étiquetage. D'accord. Par contre, on apparaît en arrière-plan pour la traçabilité du milieu dans lequel le produit a été fabriqué et produit. D'accord. C'est-à-dire qu'on trace l'environnement de travail, de fabrication, de conditionnement, de stockage jusqu'à la livraison. OK. Donc on n'apparaît pas directement au niveau codification. Par contre, on apparaît en rapport si besoin il y a. L'ONSA, exemple, de temps en temps, ils font des audits
chez des producteurs de volailles, des producteurs de charcuterie, des producteurs de produits transformés généralement. Et là, le producteur est censé sortir la traçabilité depuis la réception de sa matière. Donc il doit prouver qu'il est bien conforme. Qu'il est conforme, c'est-à-dire qu'il a respecté des normes de fabrication et un environnement qui correspond à la réglementation qui était en cours. Alors imaginons le cas où il y a non-conformité, que se passe-t-il? Alors, dans notre système de traçabilité, il y a un rejet automatique, il y a un rapport de non-conformité qui est édité avec le lot qui est fabriqué. D'accord. Et là, c'est l'audit interne du fabricant lui-même, de l'industriel, qui sont censés bloquer le lot, intervenir pour régler le problème. Je peux vous donner un exemple. S'il vous plaît, ça serait bien, de stockage. Imaginons un produit à transformer qui est censé être tenu une température bien précise pour pas qu'il y ait que les germes se développent. Et à un moment, il y a dépassement de cette température. On peut ne pas le voir, mais le système, il trace en continu, en permanence. Il y a un rapport, il y a des alarmes qui sortent, il y a un rapport qui va être associé pendant le process d'acheminement et de fabrication. Et là, le service qualité du client est censé intervenir et bloquer le lot et sortir tout ce qui a été stocké jusqu'à régler le problème, refaire un genre de qualification pour être sûr que le système de froid fonctionne correctement et reprendre un autre lot. Et ce lot est censé être détruit. Donc, l'ANSA, ils font des audits de temps en temps chez les industriels. Ils prennent, je suppose, des échantillons parce qu'ils ne peuvent pas auditer en permanence. Ils prennent des échantillons au hasard et ils regardent la traçabilité, est-ce qu'elle est respectée au niveau chaîne de froid. Pour l'alimentaire, généralement, c'est la chaîne de froid qui est... Est-ce qu'il y a des amendes que je paye si jamais je suis en non-conformité? Alors, normalement, il n'y a pas d'amende parce qu'un industriel qui se respecte, il est censé sortir le lot. Oui, mais il se peut que je sois non conforme. Je sais qu'il y a des avertissements. Voilà. Amende, je ne sais pas. Je ne peux pas vous renseigner, mais je sais qu'il y a des avertissements. D'accord. Mais comme tout industriel qui se respecte, logiquement, il n'attend pas l'audit pour le faire parce que c'est de l'alimentaire et les conséquences peuvent être très, très graves en cas de diffusion de ce produit sur le marché. Monsieur Mendez, quel est votre ressenti, vous? Donc oui, je suis assez d'accord. Après, donc, comme j'ai Quand vous dites assez, donc il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Alors non, c'est juste, je voulais juste voilà. apporter une explication. Donc c'est comme j'expliquais tout à l'heure, donc nous on intervient vraiment plutôt dans le stockage. Donc on va faire la régulation, par exemple, pour vous donner un exemple, des chambres froides, et ensuite on va faire la traçabilité. Donc on parlait de traçabilité de température, donc oui, c'est très intéressant. Mais ce qui est également pour moi, je pense, très très intéressant, c'est la possibilité en fait d'avoir la visu donc des températures, mais également de la régulation. C'est pour ça qu'en fait, on pousse la traçabilité un peu plus loin, parce qu'on va pouvoir carrément savoir ce qui s'est passé dans la régulation. Savoir, donc par exemple, c'est l'évaporateur qui a mal régulé, etc. Et donc ensuite, je rejoins mes collaborateurs en disant, s'il y a eu un problème, on va devoir se débarrasser de la marchandise. Exactement. Et ensuite, ça va être une histoire... C'est des cas qui arrivent, Monsieur Mendez? C'est des cas qui arrivent, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique. Et donc, à ce moment-là, après, c'est une histoire, c'est une bataille d'avocats, assurance, la faute à qui, etc., etc. Mais dans tous les cas, toutes les denrées alimentaires, elles sont détruites si on n'a pas eu le temps de les transférer dans une autre chambre froide. Mais encore une fois, donc, la traçabilité, par exemple, elle est imposée. C'est très bien, mais si on peut pousser un peu plus loin et savoir donc vraiment d'où elle vient, grâce au régulateur, on peut également s'amuser à enregistrer d'autres choses, des consommations électriques, etc., qui vont pouvoir expliquer beaucoup de choses en cas de litige. Une surconsommation, par exemple, d'un évaporateur, ça veut dire qu'il tourne peut-être trop, parce qu'il y a des prises en glace, donc peut-être qu'il a été mal dimensionné, etc. Donc c'est vrai que la traçabilité des températures, c'est très intéressant, mais si on peut pousser la traçabilité à faire une GTC complète du bâtiment, donc on gère tout l'aspect technique pour savoir ce qui se passe vraiment au sein de la machine, là, ça devient un avantage pour le client final et pour l'installateur. Donc ça devient un triple avantage. Une petite question, peut-être pas très innocente, la date de péremption rentre dans la traçabilité? Alors moi, personnellement, nous, elle est vraiment... Nous, on ne le sait pas, parce que nous, vraiment, on fait que le stockage. Donc mais je pense que c'est... Parce que quand je vois un petit peu la chaîne de froid chez certaines épiceries, je suis un petit peu inquiet. Je parle que des yaourts, par exemple,
Ou ils regardent par moment des dates qui sont le 10, ils me disent non, c'est pas un problème, il est resté dans le frigo. Est-ce que la traçabilité intervient à ce niveau-là ou pas du tout? Du tout. Non, parce que encore une fois, moi, tout ce qui est traçabilité, nous, on ne connaît pas le cheminement du produit. Nous, une fois qu'il arrive dans notre chambre froide, on s'en occupe. On gère la chambre froide, on s'assure que la chambre froide fonctionne et que le produit a été conditionné aux bonnes températures, dans les bonnes conditions. Mais par contre, tout ce qui a été la chaîne de traçabilité en amont, on ne la connaît pas. D'accord. Donc c'est plus ces messieurs... Ok. Sinassim, peut-être une réponse un petit peu, parce que qui dit traçabilité dit production, dit transformation et dit distribution. Donc quand même, il y a un élément qui va juguler un petit peu tout ce processus, Sinassim. Exactement, parce qu'aujourd'hui, l'industriel, quand il transforme un produit, il a des conditions de stockage en interne, c'est là où intervient monsieur, mais après, il y a les autres distributeurs qui doivent respecter ces chaînes. Tout à fait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au Maroc, plusieurs épiceries, quand tu vas acheter un produit, le frigo, il est là, mais il n'est pas allumé. Pourquoi? Parce que ça consomme de l'énergie. Parce que le soir, il éteint. Il l'éteint le soir. Et le matin, il le rallume. Exactement. Voilà. Donc, et même entre le lieu de production avec les systèmes un petit peu de transfert par rapport à des villes, etc., il y a un élément très important. Si vous voulez rajouter quelque chose? Alors justement, maintenant, depuis, je pense, 2 ans, l'ONSA, ils se sont impliqués encore plus jusqu'au transport des produits, c'est-à-dire que l'industriel est censé garantir la traçabilité jusqu'au point de vente. Tout à fait. Alors les épiceries, ça il faut oublier. Par contre, depuis à peu près un an et demi, toutes les grandes surfaces sont tenues de tracer le stockage à la distribution. Il y a toutes les grandes surfaces. C'est des contrôles inopinés, c'est des... Non, ils sont contrôlés par l'ONSA, mais ils sont censés livrer des justificatifs de traçabilité de leur réfrigérateur. Quand vous allez à un supermarché, vous regardez bien, il y a un indicateur de température, mais derrière, il y a un système de supervision, un enregistrement qu'à tout moment, le service qualité est censé présenter à un auditeur de l'ONSA pour dire que... Justifié. Ouais. Très, très bien. Alors, juste un dernier point. Non, allez-y. Il y a toujours un avant-dernier point, si vous me voyez. D'accord. Alors, un dernier point par rapport à ce qu'il a dit le collègue, c'est que c'est vrai que des fois, il y a un problème de dimensionnement d'installation, généralement dans le froid. Mais depuis un petit moment, on ne peut pas se permettre de stocker des produits, je parle du stockage, de stocker des produits dans des locaux qui ne sont pas certifiés et qui n'ont pas été validés par un organisme. C'est-à-dire, avant de passer à la traçabilité, d'abord, on a besoin d'un certificat de conformité des locaux. Ça veut dire que les locaux, ils sont dimensionnés correctement pour le volume, ils sont dimensionnés électriquement correctement et le froid qui correspond avec. Une fois que c'est validé, on peut entreposer, on peut utiliser les locaux pour le stockage. Et là, la traçabilité rentre en... Merci. Avant de donner la parole à l'audience, je vais faire rapidement un tour. D'autres choses à rajouter par rapport à ce processus de traçabilité, son importance, la réglementation gérée par l'ONSA, cette relation entre vous et l'ONSA? Vous avez beaucoup de contacts avec l'ONSA, si vous parlez de ça? Directement, non. Mais par le biais de vos clients Par contre, nous, on est, disons, acteurs vis-à-vis de l'ONSA. C'est que, par notre expertise, on donne certains conseils. C'est vrai que c'est récent au Maroc. On donne des conseils sur les normes, sur les possibilités, sur la non-violabilité des systèmes qu'on utilise. Parce que on peut tracer, mais quand on est de mauvaise foi, on peut faire beaucoup de choses. Donc le système, il faut vraiment que ce soit un système fiable, un système qui est non violable au niveau données. Et là, l'ONSA, nous, et pour travailler pour l'export, on est obligé d'avoir cette conformité sans aucun souci. Exact. À tous les niveaux. Exactement. Oui. Sinassim de Sofradis, d'autres choses à rajouter avant de donner la parole à l'audience par rapport aux questions, peut-être des interrogations? Moi, ce que je pense, c'est que l'ONSA doit encore doubler d'efforts de contrôle, surtout dans les épiceries et tout ça, parce que généralement, le consommateur marocain aujourd'hui, il n'est pas obligé d'aller à un supermarché, il est dans le quartier,
il faut que la proximité joue beaucoup, et il faut beaucoup travailler sur ce volet-là et être plus en détail et informer. Et aussi, il y a une mission d'information au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent l'emballage, de quoi, la date de production, la date d'expiration. Je vous l'accorde. Hein. Il y a des systèmes qui m'ont toujours un petit peu surpris en tant que citoyen lambda, hein, par rapport aux céréales, par rapport au fromage, par rapport à ces éléments-là. Merci. Pardon, c'est Ibn Bazza. Voilà. Restez toujours sur l'avant-dernier, on ne sait jamais. D'accord. Parce que nous aussi, acteurs dans la chimie et la pharmacie, alors en comparaison avec les épiceries, il y a une loi qui est passée. Maintenant, les officines, les pharmacies, ils sont tenus de traçabilité de leurs produits. Mais les pharmacies... Je pense qu'ils sont un peu plus organisés. D'après ce que j'ai cru comprendre. C'est pas qu'ils sont plus organisés, c'est qu'on ne leur a pas laissé le choix. Voilà. Donc, ce que vous recommandez, c'est de ne pas laisser les choix aux gens de l'agroalimentaire. Mais je pense que ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas de règles, c'est très difficile de suivre toutes les épiceries. C'est quasiment impossible. Ouais, exact, impossible. Exact. Merci beaucoup de votre contribution. Eh bien, le public nous a rejoints. Je suis heureux qu'il y ait un peu plus de monde pour cette première conférence du jeudi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Koumoul Kalima, à vous la parole. Voilà. Monsieur, peut-être ? Non, pas spécialement. Messieurs, dames, la traçabilité, les questions qui vous interpellent, peut-être des cas d'exemple spécifiques que vous souhaitez aborder, quelque chose en plus. J'ai une question, monsieur, je suis très heureux. Merci d'être aussi fidèle depuis mardi. On va vous donner la parole dans un petit moment. Je veux juste faire le tour. Voilà. Madame, vous nous filmez, mais vous ne pouvez pas poser de questions. Superbe. Merci. Des jeunes. Monsieur, à vous. Bonjour. Alors, je suis Youssef Achouk de l'entreprise... Un peu plus fort pour qu'on puisse un petit peu. Je suis Youssef Achouk de l'entreprise la LMFL. On travaille dans le domaine de la logistique. Je voulais juste vous poser une question concernant le secteur informel. En fait, il représente beaucoup plus que le secteur formel et je voulais juste savoir qu'est-ce qui est fait par rapport à ce secteur concernant par exemple les marchés hebdomadaires, etc. Qu'est-ce qui est fait pour garantir la traçabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose de fait ou pas encore? Voilà, j'espère qu'ils vous répondront, mais ils vous donneront peut-être une idée, mais je pense que votre question étant réglementaire, peut-être, hein, je ne suis pas l'expert du métier, mais l'ONSA aurait peut-être répondu plus à la chose, à mon humble avis. Mais c'est Ibn Bouazza, c'est Nassim, vous qui vivez, Monsieur Mendez, cet élément de l'informel qui représente énormément dans notre économie, et c'est vrai, hein. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire au juste? Écoutez, moi je sais qu'il y a des inspecteurs qui sortent de l'ONSA, ils ne peuvent pas ratisser tout le terrain, c'est pratiquement impossible. Je sais qu'ils s'attaquent généralement à tout ce qui est viande, les fromages, les produits qui sont très très sensibles quand ils sont exposés en dehors d'une chaîne de froid. Mais dans notre cas, je pense tous les trois, on ne peut pas vous répondre avec exactitude à cette question, parce que nous, on est acteurs, mais on trace les industriels et on ne peut pas aller au-delà. Et c'est très, très compliqué de gérer l'informel. Voilà. Eux, ils travaillent beaucoup plus à Chérif avec le formel qu'avec l'informel. Bon, ils essaient de conseiller l'informel, de devenir formel, mais voilà. D'autres questions? Quelque chose qui vous interpelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Parce que vous m'avez l'air très studieux ce matin. C'est bien. Messieurs, madame? Non? Superbe. D'autres questions? Quelque chose? Peut-être un mot de la fin, parce que l'assistance, apparemment, Sinassim, peut-être un dernier conseil, un élément que vous recommandez pour pouvoir un petit peu respecter cette traçabilité dans le bon sens du terme? Bon, la traçabilité, in fine, ça revient à responsabiliser chaque personne. Chaque personne est responsable de ses actes. Je suis éleveur de vaches, je dois avoir cette RERA en quelque sorte pour donner aux consommateurs un produit de bonne qualité et de tracer ça. Et c'est ça qui va faire la différence d'un bon produit et d'un mauvais produit à in fine. Très bien. Sibn Bouazza.
Alors moi je pense que de plus en plus les producteurs, même les petits, deviennent responsables et ils sont acteurs, et ils partagent avec l'ONSA et les ministères de la Santé, mais il faudra, en tant que consommateur privé, il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que toute personne est censée justifier quand on pose une question sur la traçabilité ou sur généralement la chaîne de froid. Donc il ne faut pas hésiter, en tant que consommateur, quand on va faire les courses, à poser des questions. Donc c'est une prise de conscience générale qu'il faudrait avoir, d'accord, à tous les niveaux, en amont, en aval, par rapport à un processus fabricant, par rapport à un processus production. Mais nous aussi, en tant que consommateurs, on doit prendre notre précaution. Exactement. Donc contribuer un petit peu. Mais il y a des moments, vous savez, le facteur prix par moment entre le formel et l'informel. Vous savez, vous savez, on a le choix, hein, on ne nous oblige pas à aller à l'informel. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais on encourage quelque part, par moment, vous savez. Exact. Rien que l'histoire du lait, ok. Le bon vieux temps, vous savez, on avait du lait qui nous, je ne sais pas s'il répondait à toutes les normes de la traçabilité, mais apparemment ça a marché parce que je suis encore vivant. Mais il ne faut pas oublier que dans le temps, c'était du lait frais, oui. Ça passait du producteur pratiquement sur le marché. Oui. Donc là, voilà. Il n'y avait pas rupture de la chaîne. C'est vrai qu'on a vécu dans la fraîcheur, mais bon, ce n'est pas un problème. Exact. Monsieur Mendez, s'il vous plaît. Oui, bah non, juste pour finir, ben oui, une traçabilité de qualité, c'est bien professionnel, c'est vraiment un gage de qualité du produit. Et donc, que ce soit pour le client final, ça doit vraiment, le fait de montrer patte blanche sur les traçabilités des produits, c'est vraiment gage de produit de qualité. Merci, Monsieur Mendez, Monsieur Benbouazza et Monsieur Ashtoug. Merci à Sofradis. Merci également à Sielek et merci à Karem de nous avoir fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin à la première heure sur le plateau CFIA 2018. À vous, toutes et tous, je vous donne rendez-vous dans un petit moment pour une autre conférence qui sera donc mise dans un processus spécifique parce que c'est une présentation commerciale, mais à 11h45, rendez-vous pris pour parler digital avec véritablement des experts de la question. J'espère que vous serez tous ici encore plus nombreux. Et bien sûr, 14h45, nous parlerons agro-logistique. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à tout à l'heure.